Chapitre 2. Les sombres rêves de l'enfant mage. Mardi 30 avril 1996, 20h25. J'écris tout le fil de mes pensées sur ce journal, plus ou moins en vrac. C'est pour moi une manière d'observer mes changements et tenter de ne pas perdre le fil. Je couche tout sur ces pages, sans réfléchir, exactement tel que je le pense dans l'instant. Je dois les relire plus tard. C'est une idée de mon psy pour m'auto-analyser, afin que je puisse avoir du recul sur mon état actuel, que je remette de l'ordre dans mon chaos mental par restructuration, et que je m'aperçoive par moi-même que tout va très bien. Je ne crois pas que mon psy comprenne grand-chose à ce qu'il m'arrive. Le problème avec ce genre de médecin est qu'ils tirent des conclusions par rapport à ce que leur disent leurs patients qui ne se comprennent pas, sinon ils ne seraient pas en consultation chez eux. Du coup, nous pourrions dire qu'ils ne savent même pas clairement ce qu'ils ressentent. Alors comment pourrions-nous être sûrs de ce qu'ils disent ? En face, un praticien qui n'a jamais rien résolu de sa personne et qui a juste trouvé le moyen de vivre très confortablement avec un minimum d'imprévus pour pouvoir se poser le moins de questions possible sur lui-même ou l'aboutissement de ses choix dans la vie, manipulant un inventaire de concepts fragiles qui changent constamment et le tout basé sur des supputations et croyances arbitraires du fonctionnement de l'esprit humain. De fait, toutes leurs conclusions d'observation et d'écoute sont issues de ces fameux patients qui ne se connaissent pas. Où est le sens dans tout ça ? J'ai l'impression qu'une transformation s'est produite en moi. Une longue et douloureuse transformation de 5 années où la conclusion est le rejet de toutes les croyances et dogmes que j'ai pu défendre durant toute mon existence. Un rejet de ce que j'ai toujours pensé être moi. Et maintenant, comment dire, je suis autre chose. Quelque chose a pris naissance en moi. Quelque chose qui était là quand je suis né et qui a fini par s'endormir au fil de l'âge, pris dans des préoccupations qui, au final, ne concernaient pas mon moi véritable. Ce qui donc n'était qu'un exercice indiqué par mon psy va devenir mon journal de bord dans lequel je vais inscrire tout ce que je fais et vois, soit sur le moment, soit quelque temps après, lorsque j'ai la possibilité d'écrire. Je vais invoquer le démon lucifuge rofocal. Ceci est mon témoignage. 21h15. Je possède un exemplaire d'un ancien grimoire connu sous le nom de Dragon Rouge dans ma bibliothèque. Il s'agit d'une édition de 1848 que mon père avait achetée dans un magasin d'antiquités durant son service militaire à Angers, peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mon père n'était pas particulièrement féru d'ésotérisme, mais l'objet en lui-même l'avait attiré. Convaincu que ce vieux grimoire magique gagnerait sûrement en valeur avec les années, il en fit l'acquisition en 1936 pour une somme dérisoire. Je me souviens la première fois que je l'ai lu, j'avais 11 ans, et des centaines d'interrogations virevoltaient dans mon esprit d'adolescent, à la lecture du récit détaillé de l'invocation du démon par Salomon. C'est vraiment ça qui s'est passé ? C'est vraiment comme ça qu'il est devenu riche et qu'il a fait toutes ses expéditions dans différentes ruines de par le monde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade ? Non mais d'abord, c'est quoi ce putain de livre ? Pourquoi et qui a écrit ce bouquin ? D'où sortent ces rituels ? Ça marche vraiment ? Pourquoi personne n'en parle ? Je n'ai pas très envie de suivre le rituel indiqué. Étrangement, j'ai une idée bien construite en tête. Comme si au fond de moi, j'avais toujours su comment faire ce genre de choses. Comme si j'avais toujours dû faire ça. Oui, je sais très bien comment faire. 22h. Me voilà dans ma voiture, surexcitation totale. Je sens comme une lumière dans mes yeux. Je n'ai encore rien fait, mais la simple décision d'accomplir ce rituel d'appel me met dans tous mes états. Je me sens comme à mes 20 ans, plein de folie, envie d'aventure et de ne surtout pas réfléchir à ce qui pourrait bien se produire. Je veux le mystère, je méprise la compréhension. Je ne veux plus être le gentil physicien, je ne veux plus être l'intellectuel de service. Je veux mon esprit primitif. Décidément, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens tellement libre. Je crois que cette fois, j'ai vraiment disjoncté. Ouais, enfin, j'en ai rien à foutre. Putain, je me sens bien. 22h50. Bon, ça fait 1 heure que je tourne avec ma voiture de merde, à la recherche du bar le plus pourri possible, à l'image de ma vie depuis 5 ans. Le voici, le bar parfait, une enseigne branlante, peu de lumière à l'intérieur et que des alcooliques qui ont l'air d'avoir tous passé leur vie entière dans cet établissement, vu la couleur de leur peau. Entre le rouge, le jaune et le bleu, bref, les 3 couleurs primaires. D'ailleurs, ces gens ont l'air très primaires.
Je n'étais jamais entré dans un bar de ma vie. Enfin bon, après tout, je ne dois pas juger. Je ne vais pas agir comme un vieux con, surtout qu'en physique on nous apprend que la lumière blanche est composée de spectres lumineux, les 3 couleurs primaires en quantité égale, qui s'additionnent donnant naissance à la lumière que nous percevons comme blanche. Il n'y a qu'à placer un prisme devant une ampoule pour le constater, provoquant la dispersion des spectres lumineux respectifs. Tous ces gens dans ce bar en face de moi, arborant de jolies couleurs primaires sur leur faciès, sont bien de race blanche, mais de là à dire qu'ils sont des lumières, je me sens comme pris par un élan de folie et de puissance invincible. Bon, allez, je rentre. Après avoir salué tout le monde, je m'assois au comptoir, sors mon carnet et stylo et continue à écrire tout et n'importe quoi. J'ai demandé un café. À côté de moi, une femme d'une 50aine d'années qui n'a pas l'air dans son assiette. Elle boit un thé. Peut-être vais-je mourir ce soir face à Lucifuge. Il est hors de question que mes derniers instants sur cette terre soient de l'apitoiement et des questionnements sans réponse. Je me sens vraiment plein d'énergie, mon esprit très vif, sans frein, et cela ne m'effraie plus. Je me tourne subitement vers cette dame sur ma droite, prêt à engager la conversation avec cet inconnu, chose que jamais je n'aurais osé auparavant. Mon esprit, pris par une étrange forme de démence que je qualifierais de constructive. Je l'observe remettre du sucre dans son thé quand je lui dis « Alors salope, comme ça tu mets du sucre dans ton putain de thé ?» Je ne comprends absolument pas comment ni pourquoi de tels mots ont pu jaillir aussi naturellement de ma bouche. Mais le plus bizarre est que je n'ai même pas eu honte. Je l'ai regardée paisiblement, attendant sa réponse comme si de rien n'était, quand elle me répondit d'un ton des plus naturels. Oui, 2. Mon médecin m'a dit que je devais arrêter le sucre pour ma santé. Mais moi, je crois que dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. De toute façon, comme tout le monde, je n'échapperai pas à la mort. Alors, autant en profiter. Je sentis tout à coup comme des flammes s'emparer de moi. Les flammes d'une toute puissance très particulière. C'est après ça que je pris conscience de la manière horriblement abjecte que j'ai eue d'aborder cette pauvre femme. Mais ma surprise fut encore plus grande lorsque je m'aperçus qu'elle me fit une réponse très élégante, comme si je lui avais parlé normalement, créant un contraste gigantesque. Je trouve cette situation très absurde et irrationnelle, ce qui m'enchante. Cela brise la terrible chaîne d'ennui de ma vie. Quitte à être dans l'illogisme, autant voir jusqu'où on peut le pousser, pensais-je. Je réplique alors, d'un air faussement détaché. Du thé avec du sucre seul en soirée ? T'appelles ça se faire plaisir ? Et j'enchaîne, je ne sais pourquoi, avec moi, ça fait 5 ans que j'ai l'impression que la vie met un cactus dans le cul. Mon rectum plein d'épines me fait très mal, bien que je commence à être habitué. Je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai un anus en fer forgé et un sphincter très endurci. Voilà ma seule fierté dans la vie. Elle répond toujours avec élégance. Oh, je trouve l'image très parlante et quelque peu amusante. Je suis désolée. Désolé de quoi ? De trouver cela amusant. Elle avait l'air en effet enchantée par mes paroles. J'ignore pourquoi. J'ajoutais de manière bourrue. Ouais, si tu veux plus de détails, je sais pas comment j'arrive à chier en restant en vie, vu la douleur que ça me procure chaque matin. Ainsi, j'allume un bâton d'encens que je tiens fermement dans mes mains lorsque je fais mes besoins. En plus, ça donne un côté sacré à l'acte de chier. Ça me paraît plus sensé que d'allumer de l'encens dans une église. En fait, je me moque complètement de tout ce qui est sacré. C'est des conneries tout ça. Le sacré, je le baise. Je restais bouche bée face à ce que je venais de dire. Je comprenais de moins en moins mes propres enchaînements d'idées, ni ce que cela provoquait. Je ne parvenais même pas à émettre un quelconque jugement sur ce que j'étais en train de dire ou faire. Cela échappait à ma propre raison. Mais elle me répondit. Vous savez, cher monsieur, moi je suis une femme. Et donc, par nature, je suis sacrée. Saviez-vous cela ? Vous me dites ça en réponse directe à ce que je viens de dire ? Je me sentais tout à coup très perplexe. La situation prenait une tournure assez surprenante et je n'étais pas certain de ce qu'elle voulait signifier par là. Quand elle me demanda légèrement agacée « Pourquoi croyez-vous que je suis ici ? Pour sucrer du thé ?» J'en étais abasourdi. Je croyais que j'étais en train de faire le malin et de contrôler, d'une certaine manière, la situation. Mais alors celle-là, je ne l'avais pas vue venir. J'étais rouge, écarlate. Je ne savais quoi répondre. Semblant détecter ma perplexité, elle ajouta « Et si on allait dans ce shirt minable tous les deux ?» Je me sentais en plein inconnu, en train de découvrir quelque chose sur la nature de notre comportement, mais je ne parvenais pas à saisir quoi. Et puis, au diable la compréhension.
Je ne souhaitais certainement pas être venu jusqu'ici pour être paralysé par une femme. Je rebondis alors, et tout ce que je trouvais à lui dire était « Allons-y, ça me paraît parfait tout ça. Par contre, je suis désolé, on ne pourra pas faire ça en allumant d'encens. Je n'en ai pas sur moi. » Je n'étais pas sûr de la raison véritable pour laquelle je lui disais cela. Ai-je voulu faire de l'humour? Ou être complètement absurde et décalé? En tout cas, ça a eu l'air de l'amuser, une fois de plus. Elle me prit par la main et me tira jusqu'à ses toilettes mal entretenues. Ses pas étaient légers, comme ceux d'une jeune fille. En fait, elle paraissait bondir ou sautiller ou quelque chose entre les deux. Arrivé dans les WC, je me sentis frémir, sur le point d'entrer en ébullition. Elle referma la porte derrière nous laissant enfermés dans ce lieu où régnait une odeur fortement désagréable. Elle me regarda droit dans les yeux et son regard changea. Ses yeux devinrent subitement et inexplicablement noirs et brillants. Je m'aperçus alors qu'elle dégageait une force et une sérénité absolue, chose que je n'avais pas remarquée avant. Mais le plus surprenant était que j'avais en face de moi une jeune femme qui, à vue d'œil, ne devait pas excéder les 25 ans. J'étais comme tétanisé. J'attendais bêtement qu'elle me dise quelque chose, ne pouvant mettre suffisamment d'ordre dans mon esprit pour parler. Je n'eus pas à attendre longtemps pour qu'elle me dise d'un ton ferme et moqueur. Alors, espèce de petit trou du cul, je sais très bien pourquoi tu es là et ce que tu vas faire ce soir. Tu crois pouvoir invoquer un être infernal tout en faisant le gros connard? Ne sais-tu pas qu'avant tu dois t'écarter des femmes et de toute relation sexuelle pendant 7 jours? En fait, j'ai rencontré beaucoup de petits glands dans mon existence. Toi, je crois que tu es le champion. J'étais blême. Je n'en croyais ni mes oreilles, ni mes yeux, ni aucun de mes sens. C'était comme si tout venait de s'effondrer soudainement. Ma joie, ma démence, mon sentiment d'invulnérabilité. Tout à coup, je me sentais honteux. Tu as honte car tu étais en train de faire n'importe quoi, d'utiliser ta nouvelle liberté pour faire le super branleur. Tu te crois meilleur au-dessus des autres? Tu n'es qu'une petite merde prétentieuse qui croit avoir compris des choses qui font de toi un surhomme qui peut tout se permettre. Redescends un peu, mon garçon. Dit-elle, comme si elle lisait en moi. Mais qui était en face de moi réellement? Qui est cette femme, cette créature? Elle continua à parler et j'étais suspendu au moindre de ses mots, comme si ma vie en dépendait. Alors tu vas me faire le plaisir de reprendre tes esprits, de rassembler ton intégrité et de rester sain et humble. Crois-tu pouvoir te montrer ainsi devant lui, la tête farcie de fantasmes sexuels de gamins capricieux, avec tes grands airs de connard au-dessus de tout le monde, sans te faire découper en morceaux? Tu ne tiendrais pas une minute face au démon qui te mettrait au supplice. Tout en moi n'était qu'un profond silence. J'étais incapable de penser quoi que ce soit. Mais je réalisais à quel point j'étais en train de me disperser, de perdre de vue ma volonté et la raison véritable pour laquelle je voulais faire face au grand Lucifuge. Je veux vivre, vivre en accord avec moi-même, en accord avec ma nature, ou bien mourir. Je réalise maintenant que toute cette joie incontrôlée se transformait en suffisance et inconscience. Tout cela s'est produit si vite. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Cette femme, ou plutôt cette créature de la nuit, m'observait comme si elle suivait le déroulement de mes pensées. Son visage se radoucit. Elle paraissait satisfaite. Elle me dit d'un ton ferme: Maintenant, tu vas sortir de cette pièce d'éjection. Tu vas aller boire un verre d'eau, te vider la tête et finir ce que tu as à faire sans voir personne. Je l'écoutais et la regardais droit dans les yeux, dans lesquels je vis le vide glacial et infini des abysses, me donnant un frisson partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'à l'explosion de mon crâne. Un peu comme si mon cerveau lui-même avait la chair de poule, m'obligeant à détourner mon regard. Je fermai alors les yeux un instant, et lorsque je les rouvris, il n'y avait plus personne. Elle s'était volatilisée, ne laissant qu'une odeur, un parfum me rappelant celui du cèdre. Je sors des toilettes et applique à la lettre ce qu'elle m'a dit, comme ensorcelé, mais à la fois revenu à mon intégrité. Je me sens de nouveau avoir le contrôle. Je bois mon verre d'eau, je laisse mon café, je dis au revoir à personne. Dans le silence, je rejoins ma voiture.